Et on passe la parole directement au professeur Emel Othman pour nous présenter le diagnostic de la néphropathie diabétique, rôle incontournable de la biologie médicale. À vous la parole, Madame Emel Othman. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Messieurs les membres du jury, honorable assistance, chers confrères. Bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs des Salam Days de m'avoir invité pour vous parler aujourd'hui du diagnostic de la néphropathie diabétique, le rôle incontournable de la biologie médicale et du biologiste. La néphropathie diabétique est une sclérose glomérulaire et une fibrose induite par les modifications métaboliques et hémodynamiques provoquées par le diabète sucré. Elle se manifeste par une albuminurie lentement évolutive. Parfois, elle est insidieuse au démarrage, avec aggravation de l'hypertension artérielle et arrivée au stade de l'insuffisance rénale pour les patients qui compliquent. La néphropathie diabétique est la cause la plus fréquente des syndromes néphrotiques chez l'adulte. Elle est également la cause la plus fréquente des maladies rénales au stade terminal de dialyse et elle est à grande morbimortalité cardiovasculaire chez les malades. Sur le plan épidémiologique, comme vous le savez, le diabète est la principale cause et étiologie d'insuffisance rénale à l'échelle mondiale. La néphropathie diabétique touche environ 30 à 40% des patients diabétiques. Elle est beaucoup plus retrouvée chez le diabétique de type 2 comparé au diabétique de type 1 et il existe beaucoup de facteurs de risque aggravant l'installation de ce stade, notamment l'âge, le sexe masculin, l'ethnie ou la race et malheureusement, plus de 50% des patients vont évoluer vers une insuffisance rénale terminale. La protéinurie reste l'élément prédicteur de cette néphropathie, mais quand même, elle peut être insidieuse et plus de 40% des patients ne sont pas protéinuriques. En matière de physiopathologie, on peut répartir les mécanismes physiopathologiques en deux axes, l'axe de la glucotoxicité et du stress oxydatif et l'axe de la modification de l'hémodynamique intrarénale. Concernant le premier axe, il existe bien sûr l'hyperglycémie chronique va entraîner une glucotoxicité avec notamment la formation des produits avancés de glycation, les AGE. Ces AGE vont réagir ou interagir avec des récepteurs spécifiques et vont stimuler l'auto-oxydation du glucose. Cette auto-oxydation va changer ou modifier les propriétés physico-chimiques de ce glucose. De plus, une autre voie va se voir stimulée. En fait, c'est la voie des polyols avec formation du sorbitol et du fructose qui vont augmenter le stress osmotique in situ. Tout cela va être compliqué en fait par le stress oxydatif au niveau rénal et au niveau glomérulaire avec la formation des espèces réactives oxygénées et bien sûr l'auto-oxydation des molécules, protéines, des membranes, enzymes et autres. Le deuxième axe n'est que la modification de l'hémodynamique intrarénale avec l'augmentation de la pression intrarénale et le système rénine-angiotensine est un système clé là qui est impliqué dans ces modifications. Donc, de ce fait, on aura également au niveau de l'hémodynamique une augmentation de la vasodilatation in situ de l'artère afférente rénale sous l'effet du monoxyde d'azote qui est aussi un composé du métabolisme ou du stress oxydant cellulaire. De ce fait, on aura comme conclusion ou conséquence une augmentation de la perméabilité, une microalbuminurie par la suite qui peut être compliquée par une macroalbuminurie et bien sûr une réduction du débit de filtration glomérulaire. Donc à peu près, cette hyperfiltration plus l'hypertension et l'hypertrophie rénale va modifier toute l'hémodynamique glomérulaire.
Donc, comme je disais, le début peut être insidieux, donc il existe des patients qui vont être microalbuminuriques, mais il existe quand même un fort pourcentage de patients diabétiques, et c'est ce qu'on appelle la non-protéinuric pathway, et donc ils ne vont pas avoir de protéinurie, ça va être un constant avec des manifestations cliniques qui vont s'observer uniquement sur le déclin du débit de filtration glomérulaire. On ne doit pas oublier aussi que pour poser le diagnostic, l'histologie a un rôle clé avec donc la recherche de la glomérulosclérose, des dépôts de matrice extracellulaire, de l'épaississement de la membrane basale, de l'atrophie tubulaire jusqu'à la fibrose et l'atteinte des artérioles afférentes et efférentes du rein. Plusieurs facteurs de risque peuvent aggraver l'apparition de cette microalbuminurie. Premièrement, la durée du diabète, c'est-à-dire la durée de l'exposition à l'hyperglycémie chronique, la présence de l'hypertension artérielle, le tabagisme, la dyslipidémie, mais encore l'âge, l'ethnie et la présence des polymorphismes, c'est-à-dire les causes génétiques, notamment les polymorphismes du système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, plusieurs facteurs vont être aggravés aussi par la présence de certaines pathologies, notamment les maladies du système. Donc la maladie rénale chronique, en fait, il s'agit de toutes les situations où les reins sont affectés, avec une perte progressive de la fonction rénale qui peut entraîner des complications découlant de la réduction du débit de filtration glomérulaire, et bien évidemment, elle va nécessiter ou elle va être classée en 5 stades, comme vous le connaissez, avec bien sûr l'établissement ou la recherche des marqueurs de cette atteinte rénale. Donc, pour évaluer un petit peu la diminution ou l'aggravation ou la gravité de l'atteinte rénale, il faut évaluer en fait le DFG. Donc les méthodes gold standard sont des méthodes très astreignantes, non praticables en clinique de routine, et la méthode de référence, bien sûr, utilisant les radio-isotraceurs, notamment l'iohexol, l'inuline ou encore d'autres molécules radioactives, ne sont pas de routine. Pour cela, il va faire appel aux méthodes d'estimation ou de calcul afin de stratifier et de classer les patients selon les différents stades de la maladie rénale chronique où le DFG est supérieur ou égal à 90 ml par minute, passant par les différents stades jusqu'à, en présence d'une complication, l'insuffisance rénale terminale pour un DFG inférieur ou égal à 15 ml par minute. Donc la progression des lésions conduit à la fin, bien sûr, à la perte rénale, et afin d'estimer le débit de filtration glomérulaire, et depuis toujours, plusieurs formules ont été proposées, passant par la formule, ou à commencer par la formule de Cockcroft et Gault, que vous avez ici, passant par la formule du MDRD, et enfin les dernières formules avec le CKD-EPI qui sont maintenant standardisées avec la technique IDMS. Donc chaque formule n'est pas miraculeuse, elle a ses indications et ses inconvénients. La formule de Cockcroft et Gault, il faut la corriger par rapport à la surface corporelle et donc elle n'est pas applicable en cas de dénutrition chez le patient obèse, en gériatrie et même chez la femme enceinte, donc elle est plutôt abandonnée. Elle a laissé sa place à la formule MDRD qui est la plus utilisée par les néphrologues et les cliniciens et les biologistes médicaux, et bien sûr elle tient compte des valeurs de créatinine sanguine, de l'âge, de l'ethnie et bien sûr du sexe homme et femme. Et enfin est arrivée la formule CKD-EPI, qui est l'équation la plus fiable, qui va estimer bien sûr le débit de filtration glomérulaire sur la base du dosage de la créatinine sanguine, et c'est une méthode standardisée IDMS, et elle est applicable ou utilisable par pas mal de sociétés savantes. Mais attention, elle a des limites aussi, puisqu'elle n'est pas appliquée pour les patients. Certains patients non caucasiens, il faut faire un facteur correctif. Les patients en gériatrie dépassant les 75 ans, les patients de poids extrême, obèses ou dénutris, et ceux-ci représentent aussi des limites par rapport à ces techniques. Et là, vous avez les différentes équations en fonction de l'âge, de la race et du sexe chez les malades.
Donc la problématique du dosage de la créatinine, elle a toujours été une controverse. En 2009 ou dans les années 2010, il n'y avait pas encore de standardisation. On utilisait les techniques Jaffe, ce qu'on appelle avec la formation du complexe Janowski, et c'était les techniques Jaffe cinétiques qui présentaient quand même leurs inconvénients, notamment les interférences des substances avec la méthode de dosage. Mais par la suite, les choses ont évolué et beaucoup de publications, là je vous présente deux que j'ai sélectionnées que je trouve quand même très intéressantes, avec donc cet article très intéressant sur les recommandations qui a été publié par nos confrères tunisiens et qui ont cerné un petit peu la stabilité de la créatinine dans le sérum et dans le plasma. C'est une substance très stable. Elle résiste à plus de 6 cycles de congélation-décongélation. Au niveau urinaire, sur un spot ou bien sur des urines de 24 heures, elle est très bien conservée, mais quand même, il faut éviter pour le recueil urinaire l'utilisation d'antiseptiques, d'acide borique, d'échantillons acidifiés ou encore alcalinisés qui vont interférer avec le dosage et surtout un geste anodin à ne pas négliger, centrifuger les urines pour éliminer les cristaux urinaires. Donc les recommandations tirées aussi de cet article et d'autres sociétés savantes, c'est qu'il faudrait standardiser et nous sommes arrivés à la fin à faire cette standardisation puisque depuis 2007, le standard est disponible à 2 niveaux existe et toutes les trousses de dosage doivent répondre à des exigences de la norme ISO 17511 et on doit utiliser ce standard pour le dosage. Il faut savoir aussi que la technique classique de Jaffe, il y a eu des publications pour proposer d'autres méthodes colorimétriques, cinétiques pour le dosage de la créatinine. Cet article publié dans le journal saoudien est assez intéressant puisqu'ils utilisent l'oxydation avec le paraméthylaminophénol sulfate en présence de sulfate de cuivre pour le dosage de la créatinine. Un autre concept quand même qui commence à voir le jour, contrairement à la technique classique de Jaffe. Donc les interférences analytiques, elles sont nombreuses. Il faut en tenir compte. L'anamnèse et le questionnaire chez le patient, comme disait tout à l'heure professeur Chérifi, sont indispensables afin d'interpréter le résultat de la créatine sanguine ou bien urinaire. Donc les techniques enzymatiques ont vu le jour, elles sont plus spécifiques, plus sensibles, moins d'interférences, notamment avec les substances pseudo-chromogènes qui interfèrent avec la réaction de Jaffe cinétique. Elles ont une excellente reproductibilité et justesse car la méthode est traçable et standardisée avec les techniques chromatographiques de référence. Et vous voyez pourquoi on en parle de la créa, parce que toutes les formules d'estimation sont basées sur le dosage de la créatinine plasmatique ou sérique. On n'utilise plus pas dans les formules la créatinine urinaire et pour cela, un dosage précis est très important pour la conduite à tenir thérapeutique par la suite et clinique. D'autres formules ont été proposées pour estimer le GFR, notamment par rapport à l'utilisation de la cystatine, qui est une protéine de 122 résidus acides aminés, transcrite à partir de gènes de la famille des housekeeping. Elle est très peu modifiée par rapport à la créa, elle n'est pas excrétée, ni sécrétée, ni réabsorbée, et donc elle présente quand même une supériorité par rapport aux inconvénients de l'utilisation du dosage de la créatinine. Donc c'est un marqueur endogène qui n'a pas de liaison aux protéines, il n'est pas sécrété, pas réabsorbé, il a très peu de métabolisme et sa clearance rénale, elle est excellente. Donc la stabilité aussi dans les échantillons, elle est excellente, puisque dans le sérum comme dans le plasma, elle peut être stable jusqu'à 7 jours à température ambiante et congelée plusieurs mois à moins 20 degrés. Plusieurs techniques proposent le dosage de la cystatine C, un dosage automatisé en PETIA ou en PENIA, en éphélémétrie ou en turbidimétrie, et bien sûr des formules dans lesquelles on va inclure cette cystatinémie permettent d'estimer le GFR, comme vous le voyez. Il y a même des formules mixtes combinées créatinine et cystatine C. Et les valeurs normales sont données, bien sûr, les valeurs de référence sont établies en fonction de la technique de dosage utilisée. Donc les situations dans lesquelles le DFG doit être mesuré sont les situations où les formules, leur estimation est imprécise, et notamment en gériatrie,
en grossesse, en dénutrition ou chez le patient obèse, dans les myopathies, les paraplégies et les tétraplégies, dans le régime végétarien ou végétalien strict et pour les donneurs de reins, il est plus conseillé ou recommandé de faire une mesure standardisée par les radiotraceurs qu'une formule d'estimation. Donc le diagnostic de la néphropathie diabétique doit tenir compte aussi d'un ensemble de paramètres après l'estimation du débit, la recherche de l'albuminurie ou de la protéinurie, l'hématurie macroscopique, la présence de leucocyturie ou pas, les examens radiologiques et bien sûr la biopsie rénale. La microalbuminurie ou l'albuminurie est un examen crucial pour poser le diagnostic de la néphropathie diabétique et justement, cette microalbuminurie peut se faire sur un échantillon du matin, fraîchement émis, avec calcul de l'ACR ou bien sur des urines de 24 heures lorsqu'on veut, bien sûr, vérifier le résultat. Mais ce qui se fait le plus souvent maintenant, c'est l'échantillon urinaire du matin. Et bien sûr, on doit rechercher la présence ou absence d'hématurie et de leucocyturie. Donc l'albuminurie avec le calcul du ratio albumine sur créatinine est indispensable pour poser le diagnostic nosologique d'une maladie rénale chronique et cette albuminurie ou ce ratio va être soit inférieur à 30 mg par gramme de créatinine et donc là c'est une albuminurie négative, soit entre 30 et 300, là c'est une zone grise ou soit supérieur ou égal à 300 mg par gramme de créa et là c'est une macroalbuminurie franche et comme je dis l'échantillon unique est très utilisé de nos jours. Il existe aussi des tableurs ou des calculateurs sur lesquels vous pouvez poster votre valeur et il va vous donner directement le ratio ACR. Donc, ce ratio a été introduit par les sociétés savantes dans les guidelines de prise en charge et de diagnostic, comme vous le voyez là, en fonction, donc, que ça soit en milligrammes par gramme ou en milligrammes par jour, tout dépend ce que le laboratoire a réalisé. En dehors de l'albuminurie et de l'estimation du DFG, d'autres marqueurs de l'atteinte glomérulaire et tubulaire ont été proposés. Le temps ne nous suffit pas pour faire le tour de la question, mais toujours est-il, j'ai retenu quand même qu'il faut tenir compte aussi du risque cardiovasculaire qui est quand même une cause de morbimortalité chez les patients avec maladie rénale chronique ou néphropathie diabétique, voire avec insuffisance rénale chez le patient diabétique. Et il faut aussi tenir compte de la dyslipidémie, de la malnutrition et surtout du statut inflammatoire. Une petite parenthèse pour cette protéine MCP1 qui a fait quand même beaucoup de publications ont relaté son rôle de l'inflammation in situ au niveau glomérulaire par rapport à la complication microangiopathique chez le patient diabétique. Donc, la conduite à tenir devant une maladie rénale chronique chez les patients diabétiques, en plus de stratifier les facteurs de risque, il faut évoluer, bien sûr, la vitesse d'évolution de l'atteinte rénale en mesurant le déclin annuel modéré ou rapide chez le patient diabétique, comme vous le savez. Il faut savoir aussi qu'il faut prendre en charge l'hypertension artérielle, il faut contrôler le diabète avec l'équilibre glycémique et aussi l'obésité, la dyslipidémie, prendre en charge les infections et pour cela, la bandelette urinaire aussi porte son intérêt avec le CBU chez le patient diabétique. Donc, la complication majeure, c'est l'insuffisance d'élimination rénale et le diabète, c'est plus de 33% des patients qui évoluent malheureusement à l'IRC terminal et à la dialyse. Donc, il faut savoir que le retentissement biologique, une fois la complication de la néphropathie a été faite, il faut rechercher ou explorer la rétention des déchets azotés avec l'urée, la créatinine et l'uricémie. Les troubles hydroélectrolytiques, il faut les évaluer avec prudence, notamment l'hyponatrémie, l'acidose métabolique, voire l'hyperkaliémie. Et bien sûr, il faut tenir compte d'autres métabolismes dans l'interprétation du bilan chez le patient présentant cette complication,
microangiopathique, l'hyperphosphatémie, voire l'hypocalcémie, les marqueurs du remodelage osseux avec la PTH et la phosphatase alcaline et les désordres hématologiques, voire pour certains patients explorer éventuellement un déficit immunitaire. Donc les examens de laboratoire pour poser le diagnostic d'une atteinte rénale sont d'une importance capitale pour la prise en charge du patient atteint de néphropathie diabétique. Le rôle de la biologie, il est indiscutable, il est complémentaire à la clinique, à l'histologie pour poser le diagnostic, pour le suivi, pour la thérapeutique et pour apprécier la sévérité de l'atteinte rénale. Et je vous remercie pour votre attention.